Ouais, mais peut-être que Gabriel Moreno va finir comme Wander Franco. Non, on n'en veut Oh plus. Gabriel Moreno. non! Le silence voulait tout dire. Oh! Oui. Fait que quand je disais que quelqu'un va venir par dire quelque chose de scandaleux, puis ça va être le cold open. Merci, Pop. Et voilà. Timestamps étant... Non, 8 non, minutes. pas si Outrageux. C'est outrageux. Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza, I'm a fun guy. Félix Forget Here's a drive in a deep left field by Castellanos. It will be a home run. et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La Triple Menace édition du 16 octobre 2023. Ici Emilio Constanza, accompagné bien sûr à l'habitude de Félix Forget, d'une part, qui aujourd'hui n'a pas acheté un nouveau jersey de football. Il a décidé à place d'économiser un petit peu son argent. Et bien sûr, ça ne serait pas de triple si on n'avait pas P.O. Poulain avec nous autres pour bien sûr nous partager ses connaissances dans le sport. Et à quoi bon se faire partager des connaissances dans le sport si ce n'est pas de notre invité spécial aujourd'hui. Donc, bien sûr, nous recevons Charles-Alexis Brisebois, bien sûr, le bossman chez Passion MLB, mais en plus d'être la version baseball de Liam Hood, ben, il est aussi rédacteur chez DLC, donc quelqu'un de très knowledgeable pour ce qui en est de sport. Charles-Alexis, merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci beaucoup les boys, puis de me faire comparer au Liam du baseball, c'est un très très beau compliment, donc ça part bien le show. Yes, les boys, j'espère qu'on a passé une belle semaine, une belle fin de semaine de baseball, certainement un meilleur samedi soir où il y avait plein de choses qui se passaient et j'espère vraiment que vous avez mieux à regarder que le foutu gala de boxe d'influenceurs de KSI et Logan Paul parce que pour tous ceux qui étaient là-dessus, honnêtement, je reconsidérais votre vie. Les boys, on en a jasé un petit peu la semaine dernière. La saison de la Ligue nationale de hockey est finalement lancée. Et bon, ben hier, on a eu droit au match d'ouverture du Canadien de Montréal. Et avant qu'on parle un petit peu de cette première semaine chez le Canadien, j'ai une petite question pour vous. On en a pensé quoi de la cérémonie d'introduction en tant que telle, le show? Ouf! Par où commencer? Je pense que ton ouf disait ce qu'il y avait à dire. Par où commencer? Je pense que... ouais, non. Disons que c'était, pour mieux utiliser un terme, c'était très chips nature sans nom. Comme... Je pense qu'on peut pas plus expliquer ça. Je pensais jamais m'ennuyer du Fix You puis de la torche. Écoute... Et pourtant... Mais Théo, la musique? Il y avait juste pas d'ambiance. Hein? Puis je sais pas si vous avez regardé celle du Rocket la veille. Là. Celle du Rocket était bien meilleure que celle du Canadien, à part le fait que l'hymne national, il n'y avait pas de micro. Mais outre ce petit détail-là, le reste, c'était ça à coche, c'était plus beau, c'était mieux présenté. Moi, je comprends pas pourquoi on a amené tous les attaquants ensemble, dire « Hey, OK, on amène 12 d'un tas, puis après ça, pendant 2 secondes... » C'était ridicule. Je sais pas pourquoi on a fait ça comme ça. Je sais pas pourquoi on a enlevé Fix You. Comme tu dis, où était la torche? Là, pour moi, c'est un classique pour une raison. Je m'attendais à l'avoir puis qu'elle me tape ses nerfs un petit peu. Puis sais-tu quoi? C'est quand on nous enlève quelque chose qu'on réalise qu'on s'en ennuie. Je m'ennuie de la torche. Je veux revoir la torche. Je veux voir Nick Suzuki mettre le feu à la glace avec un montage digne des années 2000. Ça nous prend ça chez le Canadien. Ouais, mais non, exact. tu vois que ce club-là n'a pas fait des vraies séries depuis 6 ans, puis ça paraît, là. Non, il n'y a plus grand-chose à célébrer. Tu sais, même que ce soit même le vidéo d'introduction en tant que tel qui... Tu sais, j'adore la chanson Harder Than You Think, Public Enemy. Ça, c'est dans mes playlists année après année. Mais le vidéo, il était tellement long. Puis là, après ça, on amène les joueurs à la queue leu-leu. Mais sinon, pour ce qui est du côté hockey, quand même, parce que là, les Canadiens, c'est pas... oui, c'est Evenco, mais c'est pas une troupe de cirque. Autant que c'est ce en quoi a terminé le match de mercredi dernier contre les Maple Leafs de Toronto. Vos opinions d'emblée un peu sur cette jeune équipe du Canadien dans ce qu'on a vu contre les Maple Leafs et les Blackhawks, vite.
ce sera pas facile pour le Canadien parce que la défensive est jeune, ça paraît. C'est une équipe qui est indisciplinée, puis ça paraît. Il va falloir arrêter de prendre des punitions à un moment donné, là, parce que Samuel Montembeault, il a beau vouloir jouer, là, mais je pense pas qu'il veut jouer à 5 contre 4 toute la saison non plus. Donc, il y a des aspects à travailler. Ceci étant dit, si l'attaque a l'air de ce qu'elle a eu l'air durant les 2 matchs contre Toronto puis Chicago, on va avoir du fun, parce que, tu sais, on le sait que le Canadien visera pas les séries cette saison, c'est normal, c'est attendu, mais si au moins les gars peuvent marquer des buts, puis il peut avoir de l'action, puis Cole Caulfield peut marquer souvent, ça va mettre un petit peu de fun dans la place, parce qu'il y a une façon de perdre quand même dans une reconstruction. Fait que si le Canadien continue de même, ben ça sera déjà ça. Dirais-tu que ça va mettre plus ou moins de fun que pendant la cérémonie d'ouverture avec pas de son si Cole Caulfield marque à tous les games comme ça? Écoute, c'est ton guess c'est le mien, là. Je veux pas me prononcer sur un sujet si chaud. Écoute, c'est pas mêlant, genre, il y a eu plus d'ambiance dans genre la minute que Paul Byron a eu une ovation que pendant toute la cérémonie au grand complet. Carey Price a été honoré de 2 minutes pendant la deuxième, 30 secondes pendant une pause publicitaire en deuxième, il y a eu plus d'ambiance. Corey Perry! Disons-le, quand même, c'est peut-être genre sa 15e célébration qu'on lui fait, quand même, sa 15e ovation qu'on lui fait depuis qu'il a lancé les patins pour la dernière fois. Là, il est souvent applaudi, Carey Price. Je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent qu'il est trop applaudi pour un ancien joueur. Ceci étant dit, tant qu'applaudir Tanner Pearson, aussi bien applaudir Carey Price. Là, tant il est sur place, il s'est déplacé, il est avec ses enfants, sa famille. Je comprends pas pourquoi on l'a pas présenté avec les autres. Tu sais, si Chris Weidman et Christian Dvorak sont des blessés qui ont été sur le côté du banc, ben... oh mon Dieu, ils ont été oubliés. C'est là que je m'en allais avec Chris Weidman. Hey, on peut-tu lui donner un numéro à Chris Weidman? Tu sais, il y avait déjà des spéculations de ouais, le gars, il a peut-être pas aussi mal au dos qu'on pense. Ah, barnouche, Michel Lacroix, il a pas eu le mémo, là. Ah, terrible, terrible. Non, mais quand même, c'était une semaine remplie en couleurs pour le Canadien. On a eu droit à un super affrontement. Tu sais, tant qu'à parler de boxe, on a eu un beau combat entre Arbor Xhekaj, justement, et Ryan Reeves dans Maple Leafs, et des Maple Leafs, pardon. Xhekaj qui, en 2 matchs, a montré une fois de plus qu'il est pas prêt de jeter les gants ou d'aller défendre ses coéquipiers, les boys. Écoute, le sucker punch qu'il a donné à Corey Perry samedi soir, là, ouf! Tu sais, c'était gratuit, là, tu sais, je suis déjà surpris un peu qu'il n'a pas été suspendu juste pour ça, mais ce gars-là, c'est une licorne. La division Atlantique avec Ryan Reeves, Arbor Xhekaj, Milan Lucic. Voyons, Milan Lucic, puis qui? Il me semble, j'en avais un 4e, là, il m'échappe. Boko Imama, merci. Écoute, ça va se taper sa gueule dans la division Atlantique, ça c'est moi, sûr, les gars, mon take sur... Moi, ce qui s'est passé là, contre les Maple Leafs, là, je vais sortir le meilleur Martin Saint-Louis que j'ai en moi. J'ai l'impression que Ryan Reeves savait qu'il y avait un combat qui s'en venait entre les deux. Ça faisait 1 an qu'on était bien hype là-dessus. Il s'est arrangé pour plaquer Caden Goulet pour que Arbor Xhekaj lui saute dessus. Je reprends le terme de Martin Saint-Louis. Je pense que Ryan Reeves jouait aux échecs pendant que Arbor Xhekaj jouait aux dames parce qu'il s'est organisé pour que le jeu s'amène à lui. Son plan était parfait. Jusqu'à ce qu'il se fasse péter la gueule. Parce que ça, je pense qu'il l'avait pas prévu. Je pense qu'il s'est dit, Xhekaj va peut-être avoir peur. Ça fait longtemps qu'il s'est battu. Il est plus jeune. Il a eu mal à l'épaule, etc. Là, il a pogné son homme, puis ça va être difficile pour Ryan Reeves, les partisans des Maple Leafs qui veulent déjà s'en débarrasser après 1 match sur 3 ans. Mais écoute, Xhekaj, là, tu regardes là, de défendre des coéquipiers comme ça, de sauter pop, t'as parlé du sucker punch à Corey Perry. Il y a rien que ce gars-là puisse pas faire, mais tu peux pas perdre un défenseur pendant 17 minutes à tous les matchs. Fait qu'il va falloir qu'il se calme un petit peu, mais d'avoir cette réputation-là, de dire hey, écoute, il n'y a personne qui peut me toucher, je pense que les gars voudront plus vraiment l'essayer, honnêtement. Moi, c'est exactement sur ça que je m'en allais. Tu disais qu'il faut pas perdre un défenseur aussi souvent que ça, puis je comprends Xhekaj de vouloir établir sa réputation un peu, puis de montrer qu'il n'a pas peur de gars comme Ryan Reeves, puis qu'il va défendre ses coéquipiers, peu importe le gars qui l'affronte de l'autre bord, mais comme tu disais, il va falloir à un moment donné qu'il apprenne à mieux gérer ses combats. Là, c'est beau, c'est le début de la saison, fais-toi ta réputation, puis tout. Ben, à un moment donné, tu pourras pas tomber dans le jeu d'un gars dont le seul travail, c'est d'aller se battre. Puis perdre un 12e attaquant, c'est beaucoup moins pire que de perdre un de tes 6 défenseurs. Surtout un gars comme Xhekaj qui en donne beaucoup plus au Canadien que juste en se battant. Comme je te dis, c'est pas grave, ça va arriver. Puis je m'attends à ce que ça arrive encore dans les prochaines semaines de temps en temps. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il apprenne à mieux gérer ses combats. Et en battant, Reeves, il se donne aussi ce luxe-là de les gars voudront pas l'essayer, les gars vont avoir peur de lui. C'était une bonne décision de sortir ça dès le premier match, établir ça, et
Je m'attends à ce qu'il y ait une ronde 2 à un moment donné quand les deux vont se repogner. Mais à un moment donné, Jacky va devoir être l'homme supérieur des deux, si je peux dire comme ça. Puis apprendre qu'en aidant son club, c'est peut-être pas en se battant tout le temps contre Ryan Reeves que c'est la meilleure façon d'être un défenseur utile à Martin Saint-Louis. Mais là, tu dis, mais qui se repognent les deux, là, le problème, là, moi, je suis facile à craquer quand tu parles des calendriers dans le baseball ou dans le hockey, où est-ce qu'on coupe des affrontements de division, là. Hey, la prochaine fois qu'on se repogne, c'est après la date limite des transactions. Hey, on a le temps de déchanter un petit peu, hein. Après la date limite, les boys, Sean Monahan ne sera plus là parce que soit il va être échangé ou soit il va être blessé. C'est loin, là, après la date limite des transactions. Ouais, mais laisse la tension monter. Ouais, ben... Ça va monter de la tension. Là, à un moment donné, Félix. En mars, les valeurs ont le temps de changer d'ici mars. Toujours. J'ai le temps de redevenir un fan des Diamondbacks, des Yankees, puis des Diamondbacks. Ça, c'est officiel. Je peux changer beaucoup, moi. T'as le temps aussi de changer d'équipe au football, mais hop, ça c'est juste un petit aperçu de ce qui s'en vient plus tard à l'émission. Sinon, quand même, hier, samedi, en fait, match d'ouverture des Canadiens au Centre Bell contre les Blackhawks. On a vu deux Wonders de 5 pieds 7 se disputer en Cole Caulfield et Connor Bedard. Cole Caulfield a eu le meilleur, et bien sûr les Canadiens, et accompagné d'un magnifique but. On en pense quoi aussi vite de Cole Caulfield? Est-ce qu'on va entendre du Taylor Swift toute la maudite saison et des références à 22 à la cadence à laquelle Caulfield pourrait scorer? Allez, oui, de toute façon, c'est pas comme si on entendait déjà assez avec la NFL, fait que pourquoi pas rendu là. Non, mais justement, c'est comme... je pense qu'il y a comme cette partie un peu toxique de moi qui souhaite que Caulfield n'ait pas une bonne saison pour éviter d'entendre tout ce qui est Taylor Swift related. Désolé à tous les Swifties qui peuvent écouter ça, là, mais bon. Écoutez le podcast puis allez en thérapie, s'il vous plaît. J'ai juste ça à dire. En tant que fan de Taylor Swift et de la chanson 22, je veux que Caulfield en marque 70 tout au Centre Bell. Laissez-moi vivre ce moment-là à chaque fois qu'il marque. Je vais être heureux dans tous les sens du terme si Caulfield en marque plein au Centre Bell. Mes oreilles vont être contentes, mon cœur va être content, mes yeux vont être contents. Le plus spectaculaire, le mieux c'est. J'ai rien à dire de plus. Let's go Cole Caulfield, fais-moi écouter 22 le plus souvent que tu peux au Centre Bell cette année. Tu sais, c'est le fun de voir que Cole Caulfield, il y avait de l'incertitude dans le sens où il revient d'une opération, il y a un nouveau contrat, donc ça amène forcément de l'incertitude, mais dans les faits, on le savait qu'il allait marquer pas mal. De voir qu'il a marqué, moi je dis 3 fois ces 2 premiers matchs parce que je le sais qu'il y a eu un but qui a été refusé, mais quand même, il a réussi à la mettre dedans dans les conditions qu'il y avait sur la glace. Ça démontre que, 1, la pression de son contrat, ça lui fait pas peur, puis 2, son épaule est correcte. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle pour le Canadien. Puis après ça, là, arrange-toi pour y donner la rondelle, puis le gars sait quoi faire avec. Fait que non, ça va bien se passer pour Cole Caulfield. Il y avait pas de doute et il y en a encore moins. Exactement. S'il y en a bien un, en tout cas, qui sera en 22 très possiblement avant Cole Caulfield, c'est bien son opposant du match numéro 1, numéro 34 des Maple Leafs de Toronto, Austin Matthews, qui, en 2 affrontements, les boys, 2 tours du chapeau. Ouh. Je veux dire, tu sais, j'ai pas les mathématiques devant moi, mais à cette cadence-là, on se rend à 246 buts. 246 pour être 246 pour être bien exact. Les gars, ils ont fait leur devoir, mais sais-tu qu'est-ce qui est le fun, Mio, avec ça? C'est que s'il se rend à 246, là, il se rendra pas bien plus haut parce qu'après, en série, là, il en marquera pas beaucoup. Là. Ça, il vide la tank en octobre, Austin Matthews. C'est ça le problème. Ouh, ça vole bas, ça vole bas. Oh! Mais c'est jamais sauvage si c'est un fait. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y a un fond de vérité, puis en plus, ça a été étudié, il y a un échantillonnage depuis 2017 qui existe là, sur le sujet. Là. Aucun sens. Il a essayé de s'améliorer un petit peu en 2023, mais ça n'a pas beaucoup fonctionné après le Rebound Florida. Mais t'imagines-tu genre Austin Matthews qui n'a pas encore signé son contrat, son éventuelle extension? Comment que ça serait genre astronomiquement l'euphorie à Toronto ou peut-être même le chaos, ça dépend c'est qui, mais moi je dis Austin Matthews il a fait... Ouais, je pense que les premiers ministres fédéraux provinciaux auraient pu espérer ça parce qu'après tu peux annoncer n'importe quelle nouvelle, c'est pas grave, tout le monde veut espérer voir le contrat d'Austin Matthews puis il est pas concentré sur d'autres choses. Ça aurait été vraiment, c'est vrai que si il avait pas signé son contrat, ça me fait penser, j'ai vu la stat aujourd'hui puis les boys, j'ai envie de vous poser la question là-dessus. Austin Matthews est devenu officiellement le 5e joueur de tous les temps de la Ligue nationale à débuter la saison avec 2 tours de chapeau en 2 matchs. Est-ce que vous êtes capable de me dire les 4 autres? Et je vous dis tout de suite, bonne chance.
À moins que Est-ce vous qu'on a ayez les triché, années? que vous ayez vu la stats. Félix, je te vois. Mais pour Mio et Charles-Alexis, essayez de trouver les 4 autres, ça va être excellent. Ryan Paling, ça compte pas. Est-ce Hein? qu'on a les années? Ryan Paling. Je peux vous donner les années, mais pas tout de suite encore. Si tu me dis que ça va être difficile, je vais pas te dire genre Alexander Ovechkin ou Wayne Gretzky. Ben, Alexander Ovechkin est un des 4, Ok, c'est ça le ok, peu. ok, C'est ok, 3 autres qui vont Et être... si c'est difficile, je vais penser genre un One Year Wonder, Joey Juno. Non, mais c'est un excellent choix. Oh, il va dans les One Hit Sacré Wonder, One Hit Jonathan Wonder. Chichu. Non plus. Ok, je vais vous donner les années, ok. Ok. Alright. Et coïncidemment, les 3 qu'on cherche l'ont fait durant la même semaine. C'est vraiment une scène. Les 3 l'ont fait dans le même stretch de 3 jours entre le 19 et le 21 décembre 1917. Ah, ok. ben... ok. C'est ça la twist. Ok. Aurel Joliat. Non, malheureusement non. Je vais vous le dire tout de suite, il y a Joe Malone qui l'avait fait premier sniper de l'histoire du Canadien, et ainsi que Reg Noble des Arenas de Toronto et Cy Deneny des premiers sénateurs d'Ottawa en 1917. Littéralement genre la 3e journée d'existence de la Ligue nationale. Cy Denini, j'aimerais ça dire que c'est mon boy, mais je le connais pas personnellement. Moi, j'ai son jersey. Moi, non. J'ai son jersey depuis très longtemps. Oui, Et les sénateurs sont toujours tout aussi relevant de 1917 à 2023. Oui, parce que de cette époque-là jusqu'en 1990-92, il n'existait même pas. C'était mieux Juste comme pour ça. dire. Oh! D'ailleurs, Cy Deneny, side joke sur... en carrière, il y a plus d'1 point par match, puis il est au temple de la renommée, un peu de respect, s'il vous plaît. Un peu de respect. Chapeau. Un peu de respect. Autre chapeau. Peut-être un membre du Temple de la Renommée. En tout cas, c'est comme ça que tous les médias semblent le qualifier. Premier choix au total du dernier repêchage, Connor Bedard, qui a fait justement ses débuts cette semaine. Je l'avais dit, contre le vieux croûté de Sidney Crosby, Evgeny Malkin et Chris Letang aussi. A quand même fait ses débuts en match qui compte cette fois-ci. Donc, les boys, on a terminé de parler des matchs intra-recrues, tournoi des recrues, intra-équipe, tout ça. Connor Bedard est très impressionnant quand même dans ses départs dans les professionnels. Là. Ça va bien pour Connor Bedard. C'est le fun pour lui parce qu'écoute, il y avait tellement de pression que même lui, là, à la veille de son premier match, il a dit « Hey, je trouve qu'on parle beaucoup de moi, puis si j'étais pas moi, j'aurais peut-être tanné un peu de m'en entendre parler. » de voir qu'il suit le rythme, qui est à 1 point par match, et un peu en 3 matchs comme ça, il est beau à voir, il est le fun à voir. Tu vois que les gars le respectent déjà à Chicago parce que c'est à peu près le seul joueur de talent qu'il a, fait qu'il passe la puck littéralement tout le temps. Il a beaucoup de tirs au but, pas tous cadrés, mais il apprend les rudiments de la LNH. C'est le fun. C'est le prochain gros talent de la Ligue nationale de hockey. Il joue à Chicago. Il va être au cœur du plan de relance à Chicago. Donc, tant mieux s'il y a un gros départ parce que si ça avait été difficile et qu'on en entendrait parler. Parce qu'il me semble que j'ai vu aussi que les 2 premiers matchs, c'est de loin le joueur des Blackhawks qui a tenté le plus de tirs. Pas nécessairement qui en a cadré le plus, mais qui en a tenté le plus. Je pense que même hier dans la game, il a tenté plus de tirs que tous les joueurs du Canadien. C'est lui qui menait le match au complet pour le plus de tentatives de tirs. Oh oui, ben tu vois que l'adversaire, comme Charles-Alexis disait, veut y donner la rondelle. Ouais. Puis tu sens déjà que l'adversaire respecte son lancer aussi. Fait là. que clairement T'sais, il démontre qu'il a le calibre pour être dans LNH puis tout. Puis il montre qu'il est capable de prendre sa place aussi. Certains avaient un peu peur que son petit gabarit allait lui nuire un peu. À 18 ans, ces 2 premiers matchs, je vois pas un gars dont le gabarit va être un problème. Comme je vois pas Cole Caulfield, son gabarit est un problème, je pense que la LNH permet plus à ces petits joueurs-là d'exceller maintenant que ça a déjà été le cas. T'as plus des Scott Stevens ou des Chris Pronger qui attendent à la ligne bleue pour les détruire. Donc ça leur offre un peu plus de chances d'exceller. Et je pense que Connor Bedard va s'inscrire dans cette lignée-là de plus petits joueurs qui vont être excellents pendant de très, très, très longues années. Tu vas quand même mettre un peu de respect sur le nom de tous ces bagarreurs-là. Il y a dont d'entre eux qui sont allés justement au match des Jean étoiles en John Oui! Scott. Puis, ont quand même été aussi MVP du tournoi. Oui. MVP du tournoi, All-Star MVP. La John célébration a été digne des mimes les plus succulents. Même du monde qui en faisait des Photoshop pour que sa célébration soit sur la couverture de NHL 17 à l'époque. Là, c'était
Honnêtement, c'était Le hockey, dans son concept le plus peu, a peak à ce moment-là. Je pense que culturellement au hockey, on a peak, puis je pense qu'on tente encore de recréer encore ce pas comme moment-là. ça, on était un peu en retard. Surtout, j'ai essayé justement de montrer cette semaine à des amis. En fait, aujourd'hui, à un ami, les buts des Canadiens, notamment le but à Cole Caulfield qui a marqué. Je suis allé sur YouTube, je suis allé sur la chaîne justement de la Ligue nationale de hockey, puis j'ai trouvé le vidéo en 720p en 2023, la LNH qui laque un petit peu dans tous les départements pour ce qui est de ça. On a un petit sujet bonbon à vous amener pour terminer le segment hockey, mais juste avant quand même... moi j'aime ça, on parle souvent au football que moi j'aime ça que les porteurs de ballon se fassent payer, mais là on va faire ça en LNH avec les défenseurs qui se fassent payer. Donc on a Rasmus Dahlin et Owen Power qui sont notamment à Buffalo, puis on dirait bien qu'ils vont être là pour y rester. Donc dans le cas de Rasmus Dahlin, on parle de 8 ans et 11 millions de dollars en moyenne par saison. Pour le cas de Owen Power, on parle de 7 ans sur 8 350 000 dollars par moyenne. Et pour terminer, Devin Taves chez l'Avalanche pour 7 ans et 7 millions de dollars, 7 250 000 dollars. Pop, tu avais un petit sujet que tu voulais vraiment nous amener cette semaine. Ton petit cœur de boomer rocker en toi va se déchaîner. Écoute, les réseaux sociaux, c'est magique des fois. Tu sais, Twitter a perdu ses lettres de noblesse un peu dans les derniers mois, je l'accorde. C'est vrai. Mais on a toujours des pépites qui peuvent se trouver. Des pépites comme les chansons de but des joueurs de la Ligue nationale, parce que je veux ce concept-là sur toutes les équipes. Et certains ont quelques dubs déjà en tête. Shout-out à Vlad Namestnikov qui a choisi Destin Vincent Arms Race de Fall Out Boy. Ce gars-là mérite mon titre de MVP de la saison, déjà en partant. Mais je me demandais en plus cette semaine, ça serait quoi notre chanson de but officielle? Mettons, on se fait drafter numéro 1 dans la Ligue nationale, tu choisis une chanson de but que tu scores à toutes les fois, tu prends quoi? Moi, je veux savoir, les boys, laquelle vous prenez. Moi, là, les gars, là, premièrement, si t'es un joueur du Canadien, je pense qu'il faut que tu choisisses le but ou peut-être l'oreille est une solution acceptable. Tu sais, ramène cette chanson-là le plus souvent possible au Centre Bell. Si t'es repêché par une des 31 autres équipes, moi, dans mon cas, la question de Pop est intéressante parce que je me la suis déjà posée. L'an passé, je faisais des chroniques à BPM Sport avec Max Vanout et son concept, c'était quand tu rentres pour faire une chronique, c'est ta chanson qui joue. Donc, j'ai déjà eu cette réflexion-là. J'ai pas eu à la refaire pour le podcast. Donc, et moi, c'est Hell to the King de Avenged Sevenfold. Ça commence avec de la grosse guitare, ça rentre fort. Du Avenged, c'est malade. Imagine si en plus tu joues, mettons, en Californie, eux autres, c'est des gars de Orange County represent, Anaheim, on voit. Absolument. Fait que moi, c'est sûr que j'y vais avec quelque chose comme Hell to the King. Sinon, j'y vais avec quelque chose qui dérape. Là. Me semble que ça te prend pas quelque chose de soft. Là. Ça te prend quelque chose qui dit « Hey, je suis là, puis je vais te péter ailleurs. » Tu vois, je vais aller vite, Mio. Moi, tu vois, je suis allé dans un esprit totalement différent. Les Maple Leafs, dans les dernières années, avaient You Make My Dreams Come True de Hall & Oates comme chanson de but. Et ils l'ont enlevé. On ne parlera pas du scandale de Pursuit of Happiness qui a été un choix horrible et qui aura duré un match comme chanson de but à Toronto parce qu'ils ont réalisé que peut-être que les paroles n'étaient pas super appropriées. Je peux pas croire qu'ils n'ont pas pensé à lire les paroles de la tune avant de la choisir, mais bon, je m'égare un peu, c'est quand même trop demandé à une équipe qui a de la misère à passer la première ronde en série. Donc, moi, je suis allé un peu dans le même esprit, parce que j'adorais cette chanson-là comme chanson de but à Toronto, et je suis allé avec, selon moi, une tune qui ressemble beaucoup à ça. J'y vais avec Wake Me Up Before You Go Go de Wham. Je veux entendre cette chanson-là. Je trouve que ça ferait quelque chose de très le fun dans l'aréna. Tout le monde pourrait, tout le monde connaît la ligne de la chanson. Tout le monde pourrait crier ça en même temps. Moi, je veux entendre du Wham. Je veux entendre cette chanson-là. Je veux entendre Wake Me Up Before You Go Go. À chaque fois que je marque un but, la petite guitare, le petit tout est parfait dans cette chanson-là. Mettez-moi du Wham le plus souvent possible quand je marque un but. Pour moi, c'est ma chanson de but et j'ai pas vraiment de doute par rapport à ça. Avant que je me lance, Félix, peux-tu rappeler aux auditeurs combien d'heures d'écoute sur Spotify tu avais en 2022? J'ai pas le nombre d'heures sur moi, mais je sais que c'était 130 000 minutes. Si c'était pas 140, mais c'était passé 130 000, je pense. Ça, c'est une affaire comme 132 000. Ouais, je pense que c'est ça. Je te l'avais dit. Ouais, je pense que c'est 132 000.
132 Puis 000. quand même aussi mentionner le fait que Félix écoute de la musique pendant qu'on En ce moment, enregistre. j'écoute. En ce moment, Ce qui est Ça qu'un me crime trouble. contre l'humanité en ce moment. En ce moment- Soyons honnêtes. Là. On est en plus ce si moment, j'ai plate du que Mac ça, Miller les Félix. oreilles. Je le dis à tout le monde, j'ai du Mac Miller les Ah, oreilles. ok, c'est un choix valide. Moi, j'ai décidé de switcher un petit peu la patente puis d'y aller avec 3 chansons. Une chanson d'introduction, une chanson pour un but marqué et une chanson de victoire. Afin d'être original, je ne suis pas allé avec Welcome to the Jungle parce que malheureusement, ça, c'est trop joué puis ça appartient à Eric Gagné, le GOAT. Donc, pour ce qui est d'une chanson d'intro, ben aussi pour mes 3 chansons, je suis allé avec de la saveur locale, 100% québécois. Donc, pour ce qui est de la chanson d'intro, je me suis dit, je veux quelque chose de lugubre, quelque chose qui donne un petit peu de mordant, quelque chose qui donne envie de dire, on est menaçant, on s'en vient, on est là. Donc, je suis allé avec, sur la scène du rap keb, je suis allé avec Cloud et sa chanson Longue Vie, notamment le segment d'introduction avec des notes au clavier qui et du bon drum qui fait dire à l'autre équipe, on est là et on s'en vient être méchant et on va vous battre. Arbor Jackay va vous battre. Pour une chanson de but, j'y vais avec la même chose que Charles-Alexis, malheureusement. C'est impossible d'avoir une chanson pour un but qui n'est pas le but de Loco Locas. Ça fait trop bien. On se l'est fait enlever. Je me rappelle encore saison 2016-2017 quand ils ont ramené la marde qui était ta-na-na-na-na. Hey! C'est le truc Non, que je j'aille pense le que plus c'est dans ce monde. 2017-2018, je pense, parce que ça venait comme coïncider avec la dernière présence en éliminatoire du CH. Fait que c'était comme Qui était 2017. contre les Rangers. 2017, puis après ça, ils Je ont l'ai ramené encore ça sur le cœur. 2017-2018. Je l'ai encore sur le cœur. Puis malheureusement, autant que l'oreille c'était une bonne chanson, ça me rappelle trop Randy Coneyworth. Donc c'est impossible que je retourne symboliquement à ce temps-là. Le seul Québécois dans l'histoire qui va avoir prononcé cette phrase-là, ça me fait rappeler Randy Coneyworth. Exactement, c'est impossible qu'on me ramène là. Et pour ce qui est de victoire, bon ben le Canadien, on se dit, plus souvent qu'autre chose, ils vont pas gagner. Je vais peut-être me noyer un peu dans la mélancolie. Et à quoi bon me noyer dans la mélancolie? Ce n'est pas de me noyer dans la bière et la consommation d'alcool lorsque je vois les Canadiens perdre comme ça. Mais lorsque ça arrive, je me dis, hey, enfin, ça sent la coupe, on va être des champions. Et à quoi bon être champion si ce n'est pas sur l'ère des 3 accords? Grand champion. Oui. Pour une victoire. Oui, bravo. Donc, ceci S'il te plaît. sont mes trois chansons. Merci les boys. Certains diront que je suis le grand champion de ce segment. I rest my case pour ce qui est du segment hockey. En toute humilité, je l'ai teasé un petit peu en début d'émission, mais à quoi bon recevoir Charles-Alexis si ce n'est pas aussi pour parler de balle, réelle encyclopédie sur le baseball, puis on a quand même eu une semaine relativement spicy dans le baseball et on va en jaser en long et en large. Donc, commençons quand même sans plus tarder. Petit retour pour ce qui est des séries de division. Mis à part les Astros, tous les favoris ont perdu. Fait que, est-ce que, tu sais, avant qu'on se lance un peu sur ce qui est arrivé, là, est-ce qu'il y a matière à modifier le portrait des séries? Parce que quand même, des 3 équipes qu'on dit qui étaient favoris, ils ont été éliminés, puis c'était des équipes qui étaient justement en bail, donc qui avaient du temps de repos. Comme je dis les boys, est-ce qu'il y a matière à changer ça? Il n'y a pas matière à changer ça. Il y a matière à s'améliorer quand tu es une équipe qui a un bail. Tu sais, je concède le fait que c'est nouveau, le bail, parce que, tu sais, avant, il y en avait un, mais c'était un match. C'était un match suicide, c'était pas super long. Là, ça dure pratiquement toute la semaine. Tu joues ton dernier match le dimanche, tu recommences le vendredi. Le samedi, même, c'est plus long. Faut que tu saches comment occuper ton temps. Tu sais, dans le baseball, il y a beaucoup de matchs simulés, il y a beaucoup de pratiques qui sont vraiment reliées à ce qu'on se rapproche de la réalité. Il faut que les équipes s'en servent un petit peu plus. Il faut que les équipes sachent comment justement aller chercher cette intensité-là lors des pratiques, parce que c'est un avantage d'avoir une pause comme ça quand tes gars sont fatigués, qui ont travaillé fort pendant 162 matchs, que tu peux avoir tes premiers lanceurs partants pour commencer la série. Il n'y a pas d'excuses à avoir. Puis j'ai aimé de voir les équipes, justement, entre les Braves, les Dodgers, tu sais, comme ça, des équipes qui devaient aller super loin. On peut inclure les Orioles de Baltimore. Il y en a qui ont dit, ah ben oui, mais tu sais, on a un bail. Puis il y en a d'autres qui ont dit, non, on a perdu parce qu'on s'est mal préparé, puis on n'était pas assez prêt. Puis le bail, c'est pas une excuse. Bon, il y en a qui ont été imputables carrément. Puis j'aime voir ça parce qu'à un moment donné, c'est ta faute si tu as perdu. Si tu as une équipe de 100 victoires, tu es supposé être capable de battre un club comme les Diamondbacks de l'Arizona. Puis je dis pas ça pour bâcher contre les Diamondbacks parce qu'ils ont vraiment super bien joué. Je vois les yeux à Félix là, qui est capable de me trouver drôle, mais tu sais, les Diamondbacks devraient pas battre théoriquement les Dodgers. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils ont été bons puis que les Dodgers n'ont pas été à la hauteur puis qu'ils se sont mal préparés. Point barre. Moi, je vais y aller avec, juste avec une explication plus rationnelle aussi que c'est parce qu'on avait un bail qu'on a perdu.
les Braves se prenaient contre les Phillies qui sont l'une des meilleures équipes de la MLB. L'effet que les Phillies soient une équipe repêchée font en sorte peut-être qu'on les sous-estime un peu, mais cette équipe-là aurait gagné tellement de divisions haut la main. Ils ont tellement de bons frappeurs, ils ont un super bon duo de lanceurs et même un trio sont contre Ranger Suarez. Et on l'a vu l'an passé, ils sont équipés pour veiller tard en série. Les Braves sont une excellente équipe, mais les Phillies ne sont pas à prendre à la légère non plus. Et je pense que pendant ce temps-là, les Dodgers, leur rotation était tellement horrible, je sais pas comment ils ont fait pour se rendre en série avec ce trio-là. Clayton Kershaw et Lance Lynn devraient être dans un CHSLD. Et Bobby Miller, aussi bon soit-il, n'a pas d'affaire à être deuxième partant dans une équipe qui a des moyens des Dodgers. Et c'est un peu le même problème pour les Orioles qui, malgré leur jeunesse, qui amène de l'inexpérience en série aussi par le fait même, j'ai un peu de misère à voir comment cette équipe-là avait réussi à gagner autant de matchs avec un personnel de lanceurs qui était quand même suspect. On a obtenu Jack Flaherty à la date limite des transactions. Ça a été très peu inspirant comme performance. Le personnel de lanceurs était douteux et quand les bâtons se mettent à pas frapper au mois d'octobre, ça, parlez-moi-en pas en tant que fan des Yankees, je sais que ça peut arriver à n'importe quelle équipe. Suffit que les bâtons se mettent à pas frapper et là on voit les faiblesses d'un personnel de lanceurs qui se mettent à être de plus en plus apparentes. C'est des explications beaucoup plus rationnelles que on a eu un bail, on n'a pas été chanceux. Tu as été très chanceux d'avoir un bail, tu peux avoir tes meilleurs lanceurs. Si tu n'as pas les ressources ou si tu es contre un adversaire qui est très 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 respectable dans les Phillies, c'est normal, c'est le sport qui fait en sorte que ça se peut que des fois il y ait un upset ou que l'équipe négligée l'emporte. Je pense que c'est beaucoup trop simple de simplement dire que c'est parce que s'il y a un bail que les équipes favorites ont perdu. J'ai un peu de misère avec cet argument-là et je pense pas qu'il faut changer le format de série pour autant. Puis surtout, chez les Dodgers, t'avais juste deux faiblesses que tu peux exploiter. Félix, t'en as mentionné la première, la rotation de lanceurs qui était assez suspecte, inexpérimentée, puis Clayton Kershaw, à l'âge qu'il est rendu en séries éliminatoires, on savait, puis même qu'il était même pas à 100%, là, je pense que son corps commence à le lâcher tranquillement. C'était un scénario catastrophe déjà en partant du côté des lanceurs, et t'avais juste à neutraliser deux personnes du côté des Dodgers pour gagner. Mookie Betts, Freddie Freeman. Le reste pouvait frapper autant qu'il voulait. Si ces deux gars-là avaient une slump au bâton, c'est réglé, tu gagnais. Et c'est exactement ça. Les Diamondbacks n'ont même pas eu besoin d'efforts pour que ce soit juste les mettre sur les buts volontairement sur un but sur balle intentionnel. Ils n'ont même pas été capables de frapper sur 3 matchs. Fait que t'enlever ces deux gars-là, les Dodgers étaient faits. C'est spécial de voir à quel point, tu l'as mentionné, Mookie Betts, Freddie Freeman, ils n'ont rien fait. C'est un coup sûr à la gang en 3 matchs. C'est incroyable comment c'est mauvais pour des gars qui ont frappé toute la saison, qui ont fini la saison en force. Donc, clairement, on a sous-estimé les Diamondbacks ou on s'est mal préparé. Il y a une explication. Il va falloir que les gars se regardent dans le miroir parce que c'est deux gars qui vont finir probablement dans le top 4 de la course pour le MVP. Avec un Matt Olson puis avec Ronald Acuna Jr. qui va le gagner. De voir qu'ils n'ont pas été en mesure de frapper contre les Diamondbacks quand le club en avait besoin. Tu as besoin de ces gars-là qui ont l'expérience des séries éliminatoires. Les deux ont gagné des bagues de la série mondiale. Ils savent comment remonter des avances. C'est pas normal que dès qu'il y a un petit obstacle, ces gars-là s'écroulent. C'est pas pour ça qu'on leur paye énormément d'argent pour tirer les Dodgers vers le haut, là, on s'entend. Non, clairement. Avant qu'on passe au portrait des séries de championnat, on en a jasé un peu la semaine dernière, un peu notre MVP des séries de Wildcard. Maintenant, votre MVP pour ces séries de division-là? Moi, c'est pas compliqué. Moi, c'est Bryce Harper. Je suis un gros fan de Bryce Harper. Peu importe ce qu'il fait dans la vie, ce gars-là avait des attentes élevées depuis qu'il a genre 15 ans et il délivre année après année. Puis en série, c'est un spectacle. Juste son circuit de 3 points qu'il l'a fait. Tu sais, Charles-Alexis, je l'avais mentionné avant le début de l'épisode. La balle a touché le bâton, tu savais déjà qu'elle allait finir dans le 3e deck au champ droit. Là. C'est incroyable comment ce gars-là, 1, est capable de frapper en puissance et 2, de démoraliser l'adversaire parce que c'était pas juste un circuit de 3 points, c'était une dague en plein dans le dos des Braves d'Atlanta. Puis avec ça, là, c'était... Je pense que juste quand tu as un Bryce Harper qui mène la charge, puis
tu sais, on l'avait beaucoup critiqué en début de carrière, là, surtout quand il était avec les Nationals, que c'était pas un vrai un joueur avec vraiment un leader, vraiment plus un hotshot qui pense juste à lui. Ben, je pense qu'aujourd'hui, avec un peu plus de maturité, une femme, des enfants et tout ça, quand tu as une équipe qui est menée par Bryce Harper, tu peux juste être excellent, puis les Phillies le prouvent depuis 2 ans. Là. Mais c'est un bon point que tu amènes sur Bryce Harper aussi, puis j'ai envie de faire du chemin là-dessus parce que on dirait qu'on en entend moins parler en début de carrière justement parce qu'il s'est calmé. Puis j'ai l'impression que les gens qui suivent le baseball de façon peut-être un petit peu plus occasionnelle se disent « Ah, ben si on n'entend pas parler de Bryce Harper, ça doit être parce qu'il fait pas grand-chose. » Mais non, c'est parce qu'il s'est calmé. Puis justement, il a appris à gérer cette maturité-là. Puis au lieu de crier puis de chialer sur l'adversaire, ben, il répond en frappant des coups de circuit, puis il répond en étant bon sur le terrain, puis en étant bon pour ses coéquipiers. Fait que Bryce Harper, non seulement c'est encore un joueur de baseball exceptionnel, mais il prend beaucoup de maturité, il est plus important, il est capable d'exercer un leadership sur son équipe. Fait que ça, c'est important. Puis écoute, je suis d'accord avec toi, il y en a eu des bons joueurs, il y a eu des Yordan Alvarez, il y a eu des Corey Seager qui s'est rendu sur les buts à un rythme effarant durant les séries de division. Mais Bryce Harper, ce qu'il a fait pour tirer son équipe vers le haut. Je me sens tellement visé par ce que tu viens de dire, moi qui suis le sport un peu plus de façon casual que vous trois, là. Puis la dernière fois que je vais être très honnête, que j'ai entendu parler intensément de Bryce Harper, c'est la saison qui est partie des Nationals aux Phillies, puis que la saison d'après, les Nationals l'emportent. La seule personne à qui je pouvais penser justement, c'était Bryce Harper. Je me suis dit, bon Dieu. Mais de ton côté, Charles-Alexis, est-ce que Bryce Harper serait ton MVP ou est-ce que tu as un autre choix spicy pour nous autres? Non, je vais y aller avec Bryce Harper, vraiment. Je pense qu'il n'y a pas d'autre choix à avoir. Ben, probablement que Félix, je sais qu'il va dire. Là. Il a dit son nom 8 fois d'entrée de jeu avant qu'on enregistre. Là. Mais tu sais, de la façon qu'il a réagi durant cette série-là, parce que, écoute, avec la appelons-le controverse, là, les controverses sont jamais bien grandes au baseball, là, mais je vais l'appeler controverse entre grands guillemets quand même, de ce qui s'est passé avec Orlando Arcia puis Alaboy Harper, de générer cette énergie-là, puis comme je l'ai dit, au lieu de juste critiquer puis de dire de chialer, non, il s'est levé sur le terrain, il a démoli les Braves pendant 2 matchs, puis après il a fait tête avec des chandails Alaboy Harper, puis il a laissé Orlando Arcia avoir l'air fou par rapport face aux partisans des Phillies. Chapeau à lui, puis c'est en grande partie grâce à lui que les Phillies de Philadelphie sont encore une fois en série champion. Je vais y aller un peu là-dessus. Tu parlais de Bryce Harper. Moi, mon pick pour l'MVP, on en reparlera dans 2 secondes, mais les mauvaises langues diraient que l'MVP est probablement justement Orlando Arcia pour avoir réveillé un peu le lion en Bryce Harper, parce que juste pour remettre un peu de contexte, ceux qui ont peut-être moins suivi cette histoire-là, lors du match numéro 2, c'est Nick Castellanos, je crois, qui frappe une balle loin au champ centre, et Michael Harris fait un jeu spectaculaire pour attraper la balle. C'est un des plus beaux d'attraper que j'ai vu dans les dernières années. C'était vraiment spectaculaire comme jeu. Tout le monde pensait que cette balle-là était sortie, dont Bryce Harper qui était au premier but à ce moment-là. Et Bryce Harper était tellement sûr que la balle allait soit sortir, soit frapper le mur, qui s'est dit je vais contourner le deuxième et je vais essayer de me rendre au 3e but et potentiellement de rentrer pour essayer de redonner l'avance à mon équipe. De créer l'égalité. C'est en égalité. Mais le problème, c'est que Michael Harris a fait un jeu spectaculaire, a réussi à renvoyer la balle à l'avant-champ, et Harper a essayé de revenir au premier but, mais Austin Riley, tel un Derek Jeter, a fait un jeu spectaculaire à l'avant-champ pour le retirer au premier but. Et dans le vestiaire, après ça, un journaliste, si je me trompe pas, c'était un gars qui a un podcast, c'était Jake Mintz, qui a rapporté que Arcia se promenait dans le vestiaire en criant à la boy Harper et en le niaisant pour son erreur. Donc Arcia a un peu réveillé la bête parce que ça s'est rendu aux oreilles de Bryce Harper. Ça a fait un tollé dans les médias de est-ce que les reporters ont le droit de dire quelque chose qui est pas dit au micro explicitement, mais je m'égare un peu. Donc bref, tout ça pour dire que les mauvaises langues diraient peut-être qu'Orlando Arcia a été le MVP pour les Phillies dans cette série-là, mais moi, mon MVP est dédicace spéciale à Charles-Alexis pour celle-là. Merci encore aux Blue Jays d'avoir échangé Gabriel Moreno aux Diamondbacks, le jeune receveur qui était un énorme espoir des Blue Jays et qu'on a échangé l'hiver dernier pour Dalton Varsho. Lourdes Gurriel a également pris la direction de l'Arizona là-dedans. Et Gabriel Moreno et avec Corbin Carroll sont les 2 visages de cette formation-là en ce moment. Et Moreno a vraiment porté l'équipe sur son dos. Carroll fait très bien, les lanceurs ont été excellents, mais Moreno, le jeune receveur de 23 ans qui est excellent défensivement, qui frappe 3 circuits depuis le début des séries, il est phénoménal.
les Jays doivent se mordre les doigts, même s'ils disent qu'on regrette pas l'échange, puis qu'il faut attendre quelques années encore avant d'évaluer. Je vous le dis tout de suite, les Jays, dans 5 ans, vous allez juste encore plus regretter cette transaction-là. Moreno est déjà un All-Star, peut-être un des 5 meilleurs receveurs de la Ligue en ce moment, et on l'a échangé pour Dalton Varsho. Charles, veux-tu essayer de défendre ton club ou tu essaies de défendre l'indéfendable? Écoute, moi, je vais changer de sujet pour revenir sur... Non, mais écoute, tu sais, on savait que les Blue Jays allaient perdre cette transaction-là. Dès le moment où c'est arrivé, ou du moins, non, je me reprends. On savait que les Blue Jays ne gagneraient pas cette transaction-là. Le but, je pense, c'était de la perdre le moins possible en se disant, ben écoute, peut-être que Varsho peut améliorer le club défensivement, ce qui est arrivé. Peut-être qu'il peut se relancer sans la défensive spéciale, et c'est pas du tout arrivé. Au contraire. Donc, à ce niveau-là, non, les Blue Jays ont manqué d'imputabilité là, dans leur conférence de fin de saison. On s'entend là-dessus. Mais pour vrai, je veux, c'est pas pour changer de sujet, mais je veux vraiment revenir sur ce que tu as dit, le bout sur les journalistes là, dans les dans les vestiaires. Ça a créé un débat cette semaine par rapport à la place du journalisme en tant que tel. Puis moi, ce que j'ai à dire là-dessus, là, c'est que les joueurs des Braves, après leur victoire, il y avait une dizaine de minutes dans le vestiaire, pas de journalistes. Fait que si tu as à dire Attaboy Harper, dis-le là. Parce que s'il y a des journalistes, là, leur job, c'est pas de te protéger puis d'être ton meilleur ami. Hein. La job du journaliste, c'est de rapporter ce qu'il voit puis de creuser pour des histoires, là, pour trouver ce qu'il voit. Mais si dans ta face, tu te fais dire « Attaboy Harper » puis que tu le tweets, ben après, j'ai l'impression que c'est un petit peu ton problème hein, si tu as réveillé un lion qui est en cage en Bryce Harper. Fait que Orlando Arcia, là, vraiment, il m'a pas impressionné de cette façon-là. Il m'a pas impressionné quand il a niaisé les partisans des Phillies lors du dernier match aussi, puis que c'est Acuna qui a été obligé là, de le calmer un petit peu. Les Braves ont été leur propre pire ennemi là-dedans, puis de s'en prendre aux journalistes après, c'est pas une bonne idée parce que je te l'annonce, là, que t'es aimes ou pas les journalistes, là, t'en as plus besoin que tu penses pour promouvoir ton sport. Fait que Orlando Arcia, là, pouce en bas pour la semaine. Là. Franchement, ça a été ridicule toute son histoire. Et en même temps, de l'autre bord, c'est cool à voir. Une petite affaire. J'ai trouvé minable, honnêtement, qu'on essaye de miner la crédibilité de Jake Mintz dans cette histoire-là. Parce que Jake Mintz fait un excellent travail et sur le coup, on a carrément dit que c'était faux, que c'était jamais arrivé et qu'Arcia ne parlait pas anglais. Tout ça a été dit, ça a été rapporté. Arcia parle peut-être pas bien l'anglais, mais je pense que Attaboy Harper, ça se dit pas mal dans tous les langages. Et pourtant, on a miné sa crédibilité. Et après ça, il a fallu qu'une deuxième source vienne corroborer que ce soit réellement passé pour que finalement on croit à Jake Mintz. Et ça a pris des proportions tellement intenses que l'association des journalistes de balle a été obligée de sortir publiquement pour défendre Jake Mintz. J'en reviens pas que ce gars-là, qui faisait juste son travail dans le fond, a été obligé de payer le prix, et même des employés du MLB Network qui l'ont ouvertement critiqué en ondes pour avoir fait son travail, d'avoir rapporté ce qu'il voyait. Ça me dépasse et je trouve ça vraiment plate pour lui parce qu'il fait une excellente job avec Cespedes Family Barbecue. Si vous connaissez pas ça, allez voir, c'est exceptionnel le contenu qu'ils offrent. No free shoutouts, mais lui il en mérite un cette semaine. Très bon travail de Jake Mintz là-dessus et je trouve désolant qu'il ait été obligé de subir les contre-coups de l'histoire qu'il a rapporté dans le vestiaire cette soirée-là. Ouais, puis ça pour dire aussi que justement, c'est cool aussi de voir la réaction de Harper, puis tu sais, de show up de la façon qu'il l'a fait aussi. On va se le dire, le sport du baseball a besoin d'un plus grand spectacle, puis que ce soit des bat flips ou peu importe, d'avoir quelqu'un avec du caractère comme Harper, c'est le fun à voir. Vite, on a les séries de championnat qui sont lancées en fait à l'instant que je dis ça. Les Rangers ont porté le score à 2-0 contre les Astros de Houston pour ce qui est du côté de l'américaine. Dans la nationale, on a bien sûr l'équipe que Félix a décidé de représenter cette année en les Diamondbacks qui vont jouer contre les Phillies. Vos opinions vite sur qui va ressortir de ces deux associations, de ces deux ligues en fait? Moi, je sais pas qui va gagner, mais dans la Ligue américaine, moi, je dis que l'État du Texas va pogner en feu d'ici la semaine prochaine. C'est ça mon pronostic. C'est juste ça mon pronostic. Mais t'en dis beaucoup sans en dire beaucoup. Mais écoute, pour vrai, là, ce duel-là, c'est un peu David contre Goliath dans le sens que, sur papier, les Rangers devraient gagner. Avec l'arsenal offensif qu'ils ont, ils devraient gagner. Mais l'expérience des Astros de Houston, c'est tout le contraire. Les Astros peuvent gagner avec leur expérience. Ils ont un bon club, don't get me wrong. Mais ça fait quoi? C'est leur 7e ALCS consécutif.
Il s'en va déjà peut-être pour une énième participation à la Série mondiale bientôt s'il l'emporte. Fait que ça reste à voir si la force de l'alignement va être meilleure que l'expérience au bout du compte. Puis je pense que ça va être ça le duel à l'intérieur du duel dans cette série-là, dans l'américaine. Ça va être le fun de voir le duel tout exempt. Là, j'écoutais le début du match, là, l'avant-match à TVA Sport avant que ça commence, puis Roger il a promis de s'acheter un chapeau de cowboy quand il va aller en série mondiale pour au Texas, que ce soit à Houston ou à Arlington. Fait que, tout est plus gros au Texas. Hein, puis on dirait que cette ampleur-là est là, que ce soit le duel des gérants en Bruce Bochy puis Dusty Baker, que ce soit les gros lanceurs, que ce soit le duel Verlander-Scherzer, que ce soit les gros frappeurs, que ce soit... Peu importe, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires, puis n'en déplaise à Édouard Julien, n'en déplaise aux Twins, c'est clairement Houston contre le Texas qu'on voulait voir durant cette série de championnat-là. Moi, je prédis que les Astros vont sortir gagnants justement par cause d'expérience. J'arrête pas de dire que l'enclos des Rangers va finir par imploser. Finalement, ils n'ont pas eu la chance de le faire encore. Je pense que sur un 4-7, ça va être un peu plus flagrant. Mais écoutez, ceux qui suivent mes prédictions depuis le début des séries savent que j'ai pas une grosse moyenne au bâton. Fait que si je dis les Astros, prenez les Rangers. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, tu vois, je vais faire ça vite. Vous avez pas mal tout dit sur Astros Rangers. Je vous rejoins là-dessus pas mal en tout point. Je pense que les Astros leur expérience va leur servir. Et je pense que comme à chaque année, Aroldis Chapman va imploser contre les Astros en série. Et ça va être au pire moment. Ça va être le circuit en 9e manche qui va donner la victoire de la série aux Astros. Et dans la nationale, je pense que les Phillies vont finalement donner un peu de challenge aux Diamondbacks. Les Diamondbacks vont perdre leur séquence d'invincibilité. Mais les Diamondbacks vont gagner cette série-là en 7 parce que la magie va continuer. Cendrillon n'a pas encore entendu minuit et ça va être une série mondiale qui va opposer les Astros de Houston aux Diamondbacks de l'Arizona. C'était Félix Forget pour vous. C'est ce qui m'a fait au premier bloc de l'émission. Je veux quand même faire ça pour prendre le temps de remercier encore une fois Charles-Alexis d'avoir été avec nous. Ce fut un plaisir de t'avoir avec nous autres. Une extrêmement belle conversation. Ce fut un plaisir que de faire ta connaissance, Charles-Alexis. Merci encore. Yes, merci les boys. Moi, là, je le dis toujours, là, à chaque fois que je peux parler de balle ou parler de hockey, je suis content. Fait que là, d'avoir la chance de le faire avec vous autres, c'est parfait. Fait que merci de l'invitation. La Triple Menace édition du 16 octobre 2023. Deuxième bloc après avoir jasé un peu de hockey et de baseball avec le très honorable Charles-Alexis Brisebois avec nous qui nous a gracié la chance de sa présence avec nous cette semaine. On se tourne vers le football qui se déroule en ce moment vers la 6e semaine d'activité. Juste en partant comme ça, voir, je regarde un peu sur mes écrans un peu, 6-0 les Giants à la demi. Mais il se passe quoi? Ok. Puis il y a un joueur qui est sorti en ambulance. Nice. Ok. Rien de très alarmant à ce que je vois. Est-ce qu'on peut juste mentionner le fait que cette ambulance-là, ces deux vitres arrière avaient le jersey de Damar Hamlin sur chacune d'entre elles? Même si c'est pas à Buffalo que c'est arrivé. Ça, j'ai un malaise avec ça, je sais pas pourquoi. Ils ont osé montrer aussi sur le feed à la télévision de Damar Hamlin sur les lignes de côté avec la tête baissée. Qu'est-ce que t'insinues? Oui, il a dû quitter de façon alarmante l'année dernière, mais comme... J'ai pas aimé ça. C'était... Non, c'est ça, un petit malaise. Pour le vrai, je pense que le malaise que j'ai vécu lors du show d'introduction des Canadiens a été surpassé. Puis écoute, je tiens aussi à dire, nos pensées vont avec Damien Harris là-dedans. On espère qu'il va bien. Et les premiers résultats sont moins rassurants. Il y a de l'extrémité dans du mouvement dans ses extrémités et tout va bien. Mais je sais pas, la présentation était particulière. Je trouve que ça a été beaucoup moins bien géré que la blessure de Nick Chubb, où est-ce que Joe Buck et Troy Aikman ont décidé de dire qu'ils ne montreraient pas de reprise. Et c'était une excellente décision parce que c'était absolument horrible comme blessure.
Les boys, c'est ce qu'on retient de cette semaine d'activité-là parce que Mio, toi, t'avais une semaine de congé, de stress et de panique avec les Steelers qui étaient en bail cette semaine pour cette semaine numéro 6. Félix, toi, c'est la semaine prochaine. Toi, c'est la semaine prochaine, tes Titans qui vont être en bail. Fait que ton congé hebdomadaire s'en vient bientôt. On parlera peut-être pas beaucoup des Titans parce que, bon, ça vaut pas la peine de regarder, surtout que c'était encore un énième match à Londres, en Angleterre, à 9h30 le matin, un dimanche, que personne n'a envie d'écouter, parce que le monde sont encore couchés le dimanche. S'ils ne vont plus à l'église, au moins ils restent pour nap un peu. Mais les boys, j'entends un son derrière moi. J'entends des bouteilles de champagne puis des cigares qui s'allument parce que, mesdames et messieurs, les Dolphins de 1972 restent encore champions incontestés. Plus d'équipes invaincues cette saison dans la NFL. Les Dolphins de 1972 restent encore la dernière équipe à avoir eu une saison parfaite et qui ont gagné enfin le trophée. Je te regarde, Tom Brady, en passant. Ouais, c'était incontestablement, comme tu dirais si bien, une saison frauduleuse pour ces Patriots en 2007. mais ouais, sinon, blague. Blague à part, les 49ers de San Francisco qui ont échappé le match à la toute fin contre les Browns de Cleveland. Les Bruns, mesdames et messieurs, les Bruns. Déjà que Mio pensait pas avoir une semaine sans stress, il a fallu que tous ses rivaux de division gagnent cette semaine, en plus des Browns de Cleveland. Et les Jets de New York, of all people, qui gagnent contre les Eagles de Philadelphie. Les gars, il se passe quoi, là? C'est quoi qui se passe, là? Je suis tout mêlé. Je pense que la réponse, c'est d'emblée, si tu veux une réponse très simple d'emblée, je vais juste te dire oui, il se passe. Moi, je vais y aller avec une analyse un peu plus en profondeur parce que j'ai écouté ces deux matchs-là. C'était deux matchs vraiment bizarres. Les Niners et les Eagles qui ont mené, qui ont quand même été pas en contrôle, mais qui avaient quand même un certain contrôle sur le match. Puis on sentait quand même qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien. San Francisco, il s'est mis à pleuvoir, ça a comme tout dérangé tout le monde. Christian McCaffrey s'est blessé, Deebo Samuel s'est blessé. Brock Purdy a finalement été exposé parce qu'on l'a pas souvent vu jouer du football de rattrapage depuis qu'il est arrivé dans la NFL. Ça a été une des premières fois qu'il était obligé de le faire. Et je vais quand même lui donner le crédit, il y a eu une bonne dernière séquence offensive, mais c'était vraiment pas très glorieux dans l'ensemble pour le reste du match. Et les Browns qui, j'ai pas peur de dire en ce moment que les Browns ont possiblement la meilleure défense de toute la NFL, parce que les Niners ont rien été en mesure de faire de tout le match, sauf peut-être par la dernière séquence. Tant contre la course que par la passe, ça a été, ils ont neutralisé tout, puis c'est pas la première fois que les Browns font le cas à une autre équipe. Et je trouve que c'est un peu la même formule qui s'est appliquée au match des Eagles, où la défense des Jets a réussi à compenser le fait que le jeu du corps arrière, PJ Walker pour les Browns et Zach Wilson pour les Jets, on a réussi à juste assez limiter les erreurs et la défense a provoqué le reste. On est allé provoquer des revirements, on est allé provoquer des choses et on a rendu la tâche facile à l'attaque. Les deux équipes invaincues qui tombent contre des adversaires qu'ils devaient battre. Tu vois les 49ers qui ont détruit les Cowboys la semaine passée. À la limite, cette défaite-là aurait pu s'expliquer. Mais les Browns n'avaient pas d'affaire à battre les 49ers aujourd'hui. Et les Jets n'avaient pas d'affaire à battre les Eagles. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que dans un pool de pick-em, j'ai prédit tous les matchs correctement cette semaine. Le jury doit encore déterminer pour ce soir et demain soir. Mais je me suis juste trompé sur les 49ers et les Eagles. Donc, je tiens à dire que maintenant que je suis la science infuse du football, ces deux défaites-là n'auraient jamais dû arriver parce que je connais visiblement tout ce qui se passe dans le monde du football, sauf quand ça implique des équipes américaines. Donc, Félix n'a pas le script de la NFL qui a leak sur les médias sociaux ou a quelques insides de Roger Goodell en passant. Donc, Félix, vu que tu es maintenant la science infuse du football, qu'est-ce qui se passe avec Ryan Tannehill? Is he dead? Il est-tu mort? Est-ce qu'il est juste devenu british? Il est surtout devenu blessé. Tannehill a eu un autre match difficile aujourd'hui. En fait, les Titans au complet ont un match difficile. Sauf Derrick Henry, qui a finalement démontré des signes de vie quand l'équipe l'utilisait en Wildcat. C'était ça la solution depuis le début, en faire le corps arrière partant de l'équipe. Ryan Tannehill s'est blessé à la cheville au troisième quart de ce match-là.
a pris énormément de plaqués. Au début, a voulu rester dans le match, même s'il s'est blessé initialement à la cheville. Il a décidé de continuer. La défense a fait en sorte que l'équipe a pu y croire. Mais Malik Willis, qui, même après plus d'1 an dans la NFL maintenant, continue à faire des erreurs qui dépassent l'entendement. Les Titans avaient quand même une bonne chance de se ramener dans le match en fin de match après un gros attrapé de Tyjae Spears qui les a mis en position de marquer. Et alors qu'il était à la ligne de 3 ou 4 à peu près, Malik Willis a réussi à brûler 1 minute de temps au complet sans inscrire le moindre point. On est allé au placement après et on n'a pas été capable de recouvrir le bas des cours, mais c'est horrible. Il a pris des plaqués dans les limites du terrain, n'a pas sorti. Essayait même pas de lancer dans la zone début. À un moment donné, il va falloir que les Titans fassent quelque chose. Et avec Tannehill, dont la blessure semble sérieuse, je me demande si c'est pas le temps d'amener Will Levis, essayer de voir un peu ce qu'on a avec Will Levis dans cette attaque-là. Parce que ça fonctionne pas en ce moment. L'attaque est morte un peu. Malik a réussi à créer des choses, mais Tannehill, ça fonctionne pas en ce moment. Peut-être qu'avec Levis, changer un peu. Mais en même temps, les receveurs sont incapables de se créer la moindre séparation. Je sais pas comment régler ce problème-là. En fait, je vais y aller avec une dernière stat, Mio, parce que je sais que celle-là va te faire plaisir et je veux t'entendre là-dessus. Oh my god. À leurs 13 derniers matchs, les Titans ont une fiche de... Si je reviens à l'année passée, évidemment, les Titans ont une fiche de 2-11 à leurs 13 derniers matchs dans la NFL. Parce que rappelons qu'ils ont perdu ils ont perdu leurs 7 derniers matchs l'an dernier et ils sont 2-4 cette saison. 2-11. C'est fantastique, mais honnêtement, oui, ça me fait plaisir, mais c'est tellement c'est tellement de nature plus machiavélique qu'on peut le penser. C'est pas que j'ai une haine profonde pour les Titans, c'est juste pour te voir souffrir. Je suis pas contre les Titans. C'est bien correct, ils peuvent exister. Je vais pas mentir que c'était le fun de les voir en 2021 faire des beaux petits exploits. C'était le fun en 2021 voir Derrick Henry courir pour 2000 verges de l'année, puis Steve Farm, un défenseur jour après 2021 jour, c'est blessé, c'est 2020 pour 2020. Ah, 2020. Une saison pandémie, fait qu'une saison un peu Mickey Mouse si on veut là. Mais je trouve juste ça fabuleux à quel point tu clignes sur ce qui reste de cette équipe des Titans qui en ce moment là, on va se dire sont bons derniers dans le sud de l'AFC. Ils devront peut-être se fier sur un gars qui met de la mayo dans son café. Oui, Will Levis. Ça c'est juste ça c'est l'insulte ultime. Ça pourrait pas être moi. Puis je dis ça d'un gars que son équipe a été représentée par littéralement un gars dont son surnom était celui d'un canard. Effectivement, puis Mio, on parle beaucoup de Félix qui a démontré un effort surhumain pour écouter ce match des Titans ce matin du côté de Londres. Mais t'as fait quasiment pire. T'as écouté le match du Thursday Night Football entre les Chiefs et les Broncos. Ça, mesdames, messieurs, on appelle ça de la dédication. Ben oui, effectivement, parce que quand même, pour ceux qui n'étaient pas rendus à cette partie-là du balado de la semaine dernière, j'avais dit quand même à surveiller ce qui était plutôt cette semaine ou la semaine dernière, peu importe au moment que vous écoutez ça, c'est que le match du Thursday Night Football, j'ai dit, vraiment, je pense mot pour mot, je ne blâmerai personne si vous ne regardez pas ce match qui était entre, oui, ok, les Chiefs de Kansas City, fabuleux à voir comme toujours, mais contre les Broncos de Denver, à savoir de match intra-division, pas grand-chose sur la ligne pour ces deux équipes-là. Les Broncos sont un peu doom. Puis du côté des Chiefs, on a Taylor Swift. Peut-être réclamer, c'est ça. Je t'avais réclamé une autre première place dans l'AFC West, puis c'est exactement ça qui est arrivé. C'est un match un peu vide de saveur. Ça a terminé 19-8 pour les Chiefs. Taylor Swift était au match. Ça, je pense avoir vu Taylor Swift plus de fois que les Broncos ont marqué de points. Et je parle pas nombre de fois différentes, mais je parle nombre de points en tant que tel singulier, ce qui veut dire que je dois avoir vu Taylor Swift 9 fois minimum dans tout le match. Mais quand même, je veux dire, on a eu droit à un match des Chiefs. Travis Kelce a eu ses 124 verges. Patrick Mahomes a été sensationnel. Pour les Broncos, Russell Wilson a été absolument mid. Mais tu sais, pour de vrai, là, il y a comme cette nuance entre être nul et être mid. Et moi, souvent, je me mets dans un mindset que mid, souvent, c'est encore pire qu'être nul.
Je sais pas, il y a comme plus d'efforts. Alors que à dans la admettre vraie pour dire que définition, quelqu'un c'est est juste mid. aucune saveur moyen as fuck, là. Ben non, exactement. Mais Russell Wilson a été absolument mid. Il a quand même complété 13 de ses 22 passes, mais il a ramassé dans tout ça 95 verges, ce qui est vraiment horrible. Puis là-dedans, c'est un touché, puis 2 interceptions. C'était... Il a cook, il a cuisiné, on va dire. Et je pense qu'il s'est brûlé un petit peu jeudi soir. Je pense que c'était combat Taylor Swift contre Ciara qui était dans l'air ce soir-là. En tout cas, caler les grands brûlés, parce que si Russell Wilson s'est fait mal en faisant ça, ça fait un bout qu'il y a des brûlés au 3e degré de ce côté-là. Là. Ouch, littéralement. Mais t'as parlé de mid. Aujourd'hui, on avait Battle of the Mid, mesdames, messieurs. Les Vikings contre les Bears. Hey, honnêtement, ça, je vais dire exactement la même chose. Si quelqu'un me dit demain matin qu'il n'a pas regardé le match entre les Vikings et les Bears, honnêtement, je vais pas te blâmer. Je veux dire, tu sais, oui, c'est drôle, on parle de tank ball en tant que tel, mais je compatis quand même pour non seulement les partisans de ces équipes-là, mais pour les gens peut-être dans leur région ou peu importe, c'était le seul match qui pouvait être présenté à leur télé locale. Mais quand même, pour ceux qui n'ont pas fait, on a fait le devoir quand même de zioter cette partie. Les Vikings qui l'ont emporté 19-13, prend l'équipe la plus mid de la saison en les Vikings. Kirk Cousins, qui a eu une joute plus que correcte quand même, a lancé un touché pour aucune interception. Et ça, c'était sans les services de Justin Jefferson. Parlant de ce dernier, justement, Justin Jefferson, on en a parlé la semaine dernière, qui est tombé au combat. On s'attendait peut-être à ce qu'il manque le reste de la saison. Finalement, on ne parle que de 4 à 6 semaines, mais touche bois, je pense pas que grand-chose de très spécial qui devrait arriver pour les Vikings d'ici la fin de la saison. Tellement peu spécial que même Kirk Cousins ne sera pas échangé. On a rapporté cette semaine du côté d'Adam Schefter que Kirk Cousins devrait passer le restant de la saison au Minnesota. Peut-être qu'il avait hâte d'aller voir Rudy Gobert, malgré que c'est relativement rare. Là. Je pense pas qu'il y a grand-chose d'important qui va se passer du côté des Vikings, mon cher Pop. Mais écoute, je vais vous relancer là-dessus parce que Justin Jefferson, c'est... écoute, souvent on fait le débat de qui est le meilleur à une position dans la NFL, puis on semble jamais trouver une réponse dans le vrai débat. Mais je pense que Justin Jefferson, dans les receveurs de part, je pense que c'est clear-cut le meilleur receveur de toute la NFL. Ah, il est top 2, puis il est pas deuxième. C'est ça, il est pas deuxième. À quel point ça peut impacter la suite des choses, parce que, vite de même, la date limite des échanges arrive assez rapidement dans la NFL. Tu en as mentionné que Kirk Cousins ne devrait pas être échangé. Les Vikings espèrent toujours qu'on tourne un coin, parce que Kirk Cousins, puis l'offensive des Vikings, il démontre dans plusieurs catégories que c'est dans le top 10 de la NFL, et pourtant, on ne réussit pas à gagner aussi souvent qu'on le voudrait. Mais est-ce que ça peut changer quelque chose? Est-ce que ça peut prendre des scénarios différents maintenant que Justin Jefferson pourrait revenir un peu plus tard cette saison? Excellente question là-dessus. Non, honnêtement, le football, c'est autant un jeu d'offensive que de défensive. Puis il y a quelque chose qui fonctionne plus au Minnesota. Puis je pense qu'on regarde certainement la défensive de ce côté-ci, parce que oui, on va aller chercher des points au tableau avec l'attaque, tout ça, mais on a besoin quand même de défensive qui est capable de stopper les ballons. Puis clairement, cette saison-ci, les Vikings ont quand même eu un peu de misère à ce chapitre-là, laissant, je pense, c'était 34 points contre les Eagles il y a quelques semaines. Puis c'était aussi... Puis c'était pas nécessairement non plus qu'ils ont laissé tant de points, mais il y a quelque chose qui fonctionne à chaque pas. fois qu'on fait une erreur, on semble nous le faire payer du côté des Vikings. On est dans les pires équipes au niveau des revirements. Puis je pense qu'à chaque fois que ça arrive, les Vikings se font brûler de ce côté-là. Puis on pensait peut-être qu'ils sont juste pas clutch non plus. Non, c'est ça, c'est pas clutch. Il y a des revirements, puis ils jouent quand même dans une grosse division. Tu sais, oui, il y a les Bears de Chicago qui vont finir dans la cave comme tout le monde l'avait prévu au début de l'année. Mais les Lions de Détroit sont bien installés à 5-1, puis ça va être dur d'aller chercher pour aller espérer gagner une division. Là. Puis quand même, tu sais... Non, vas-y.
Ouais, vas-y, Félix. Je vais essayer de me faire un peu l'avocat du diable aussi pour les Vikings. L'an passé, si je me trompe pas, on avait fini avec une fiche de... J'ai 12-5 ou 13-4. En tout cas, 13-4, je pense. 13-4, ouais, c'est ce que j'avais aussi. Puis Kirk Cousins avait été absolument phénoménal aussi toute la saison. Puis ce qu'on remarquait aussi, par exemple, c'est que tous les matchs qu'on gagnait, on gagnait par une possession. Il n'y avait aucune vraiment victoire qui était très, très, très dominante. Et cette année, c'est tout le contraire. On perd tous nos matchs par une possession. On s'attendait à ce qu'il y ait un peu de régression dans le sens où l'équipe avait une fiche beaucoup trop bonne pour les matchs qu'elle disputait. Mais là, en même temps, peut-être que c'est l'inverse qui se passe en ce moment. L'équipe est peut-être meilleure que sa fiche. L'équipe est peut-être meilleure que 2-4 parce qu'on perd des matchs qui sont serrés et qui pourraient aller d'un bord comme de l'autre. L'opportunisme est disparu et les Vikings ont, selon moi, 3 problèmes. L'opportunisme qui est disparu, on a une défense qui est très poreuse et on n'a pas de jeu au sol. Fait que ça reste fait qu'au final, ça laisse Kirk Cousins qui a Justin Jefferson et qui a un jeu aérien. Et quand Justin Jefferson se blesse, qu'est-ce qui reste à cette équipe-là? Jordan Addison qui doit atteindre le niveau de Jefferson, il met des attentes presque inatteignables. Non, c'est ben trop. Je suis désolé, mais c'est impossible. C'est impossible. Est-ce que là, tu veux que TJ Hawkinson prenne un rôle majeur? Il est déjà très bon. Est-ce qu'il est capable d'en prendre encore plus? Je sais pas. Est-ce que KJ Osborne est un vrai receveur numéro 2 dans une chaise de numéro 1 en ce moment? On peut en douter aussi. Je sais pas. Je pense qu'il y a trop de trous en ce moment pour que les Vikings aspirent à une place en série. Mais je pense pas que cette équipe-là est aussi mauvaise que sa fiche l'indique. Ça, je pense qu'il y a un entre-deux à trouver entre les deux. Je pense que les Vikings sont une équipe qui sont ordinaires, qui pourrait, si tout va bien, accéder à un poste en série, mais il faudrait que la chance revienne de l'autre côté. Puis je pense pas que ça va arriver. Écoute, je mettrais un petit 2 piastres là-dedans. Ouais. Écoute, Félix, juste pour te dire, les Vikings, effectivement, l'année dernière, avaient fini avec une fiche de 13 victoires et 4 défaites. Et les plus mordus d'entre nous se rappelleront aussi qu'ils avaient terminé avec un différentiel négatif de -3 aussi. C'est ça l'affaire. Tu peux pas avoir une meilleure définition des Vikings du Minnesota que l'année passée avec une telle fiche. Rapidement aussi, écoute, les Rams, Cooper Kupp est en fin de retour. On a parlé beaucoup de Puka Nacua qui a accompli un travail phénoménal en l'absence de Cooper Kupp. Et Félix, t'es redevenu en amour parce que Cooper Kupp, tu l'as dans ton fantasy et ça a été un autre masterclass encore cette semaine. Cooper Kupp est peut-être mon non-titan favori dans toute la NFL. Puka est pas très loin. Puka s'est approché de lui, mais Cooper Kupp, ça me rend tellement heureux de voir Cooper Kupp jouer au football. Peu importe, l'équipe sait que le ballon va être lancé après 47 fois en direction de Cooper Kupp et malgré tout, il est tout le temps disponible. Je sais pas pourquoi, même aujourd'hui, un attrapé de 53 verges en fin de première demi qui avait aucune raison d'être. C'était une bombe qui était en plein centre du terrain puis il était quand même libre. Je sais pas comment il fait pour autant être toujours démarqué, mais bref, aujourd'hui, Cooper Kupp qui termine avec 7 réceptions pour 148 verges et 1 touché. 148 verges, considérant que Matthew Stafford en a lancé pour 226. On comprendra que ça a été la cible de choix de Matthew Stafford. Puka Nacua qui a dû prendre un pas de recul avec 4 réceptions pour seulement 26 verges et aucun touché. Mais ça fait en sorte qu'en 2 matchs, Cooper Kupp a 15 attrapés pour 266 verges et 1 touché. Pour un gars dont on redoutait un peu l'état de santé au début de l'année, il commençait 6 saisons plus tard, on se souviendra qu'il a manqué les 4 premiers matchs de la saison. Cooper Kupp est vraiment totalement de retour. C'est le Cooper Kupp édition 2021 qui est de retour sur le terrain. Et les Rams en avaient grandement besoin parce qu'aussi bon Puka Nacua puisse-t-il être, Cooper Kupp est peut-être le seul, selon moi, qui peut rivaliser avec Jefferson comme titre de meilleur receveur de la NFL en ce moment. J'ai tellement hâte qu'on s'en parle la semaine prochaine quand il va se faire cook par Minkah Fitzpatrick et les Steelers. Là. Ça va être fabuleux. Mio, je te dis tout de suite, Cooper Kupp la semaine prochaine fait 8 catchs pour 90 verges, un touché. On s'en reparle la semaine prochaine. Un n'empêche pas l'autre. Cooper Kupp peut connaître un bon match et les Steelers peut être encore carried par TJ Watt et gagner pareil. On le sait pas. Ah non, pas peu. Ils vont être carried par TJ Watt. Pas le choix parce qu'il y a rien qui va se passer à l'attaque. Là. Ça va être des strip sacks, des fumble recovered en touchdown, ça va juste être ça. Écoute, on en prend bien note juste pour terminer un peu sur le bloc football. Rappelez aussi la victoire des Commanders de Washington 24-16 contre les Falcons d'Atlanta. Duel de Québécois entre Benjamin Saint-Just et Mathieu Bergeron. D'ailleurs, Benjamin Saint-Just, première interception dans la NFL, so shout out aux Québécois. Puis quand même, la semaine passée, je parlais aussi d'Olivier Maxence Prosper comme étant un espoir sortant de Rosemère de la Rive-Nord de Montréal.
Benjamin Saint-Just aussi, un espoir sortant de la belle ville de Rosemère, Rive-Nord de Montréal, represent. On vous aime les boys. Les Bengals de les frauduleux Bengals de Cincinnati qui arrachent une victoire serrée contre les de 17-13 contre les Seahawks de Seattle. Jacksonville qui ont totalement massacré les Colts d'Indianapolis qui sont privés de Anthony Richardson 37-20. Bryce Young devra encore attendre une autre semaine pour aller chercher sa première victoire dans la NFL, défaite de 42-21 contre les puissants Dolphins de Miami. CJ Stroud, on a oublié de le mentionner, CJ Stroud a enfin lancé sa première interception en carrière. Ouais, pis en guillemets, là, parce que ça a été une interception, mais qui a mené un fumble, qui est revenu aux Texans, mais selon le livre des stats, ça va quand même rester une interception au dossier de CJ Stroud. Stroud est tellement bon que... Mais Stroud est tellement bon que même quand il se fait intercepter, son équipe reprend la possession et avance sur le terrain. Moi, je pense qu'on lui donne le MVP tout de suite. Wow, Puka you là-dedans, là. Ouais, c'est le most valuable Puka, puis CJ c'est le most valuable player. Okay. On peut y aller de même. Les Raiders de Las Vegas qui ont remporté 21-17 sur les Pats de la Nouvelle-Angleterre. Les Lions de Détroit qui ont remporté un match assez convaincant 20-6 sur les Buccaneers de Tampa Bay. Et on juste vous rappeler que le Monday Night ce soir, en fait lundi soir, se opposera les frauduleux Cowboys de Dallas contre les tout aussi frauduleux Chargers de Los Angeles. Donc, syntonisez votre appareil pour un duel d'équipes que tout le monde pense bon, mais qui ne le sont pas vraiment. Mio, par exemple, pour des équipes qui se pensent bons, mais qui sont actually bons, on pensait qu'on allait avoir un sweep dans la WNBA. On pensait que les Aces de Las Vegas allaient l'emporter, allaient finir ça direct là, mais le Liberty se bat maintenant. The Liberty got dogs in her. Ah, they got dogs in her. Même, c'en était un petit peu ridicule avant l'ajout de dimanche. On en était rendu au point où moi puis nos autres collègues chez Alley-Oop en Liamoud et Bossman quand même, Liamoud et Dom Gilner ont rendu un sweep. Est-ce que c'est un MVP un peu frauduleux pour Brianna Stewart? Alors que, mon Dieu, les Aces, on le savait qu'elles étaient les favorites pour mettre la main sur le championnat, au point où on pensait vraiment un balayage. On s'entendait peut-être pas à ce point-là, mais aujourd'hui, le Liberty s'est réveillé et ils en ont fait de cette série de finale une véritable série. Et aussi, histoire d'en donner un petit peu aux partisans pour leur argent, on n'égalise pas la série quand même... quoi qu'il en soit, mais on met quand même, on joue un peu pour la fierté aussi. Donc, en effet, les Aces qui ont quand même les devants 2-1 dans cette série de finale. On a eu besoin de tous les efforts de ce monde pour l'emporter du côté du côté du Liberty. On a fait jouer le 5 partants à peu près 32 minutes de toute la joute, alors que le restant de la formation là, sur le banc, on a Maren Johannes qui a joué 14 minutes, et sinon les autres joueuses en sortie de banc ont joué 3 minutes, 1 minute ou 9 minutes. On a fait jouer des grosses minutes à nos partantes, et finalement c'est Jonquel Jones la centre, qui a mené la charge pour le Liberty avec 27 points, qui a quand même bien montré le nez face à Aja Wilson, qui quand même beaucoup de gens criaient sur les toits qu'elle aurait dû gagner la MVP. Ouais, très, très curieux de savoir où ça s'en va, si Liberty peuvent maintenant mettre égalité dans cette série, puis donner aux partisans ce qu'ils veulent, un match ultime entre ces deux équipes, ce qui pourrait être fort intéressant. Ça, je vous dis tout de suite. Victoire de 87-73 du Liberty de New York, avec, on vous le rappelle aussi, peut-être une petite observation, seulement 9 points pour Sabrina Ionescu, quand même, dans la victoire. Donc, pour te dire que l'une des meilleures joueuses de toute la WNBA n'a même pas fait 10 points et ton équipe gagne, ça montre juste à quel point l'effort collectif a été partout du côté du Liberty de New York. Les boys, je ne pense pas que vous êtes allés sur place, et malheureusement pour moi, j'étais encore beaucoup trop loin parce que #l'Abitibi, mais... On a eu un excellent match du côté de Montréal. Hey, excellent match du côté de Montréal entre les Pelicans
Les Pélicans, tu dis? Non. Calm your horses. Non. Calm your horses. Non, je niaise avec un excellent match à Montréal, notamment avec le Thunder d'Oklahoma City. Lugansdor on a profité pour se donner en spectacle un peu. C'est avec la famille, les amis, les proches allaient être là. Et évidemment, le sujet de est-ce qu'on ramène une équipe de la NBA à Montréal a refait surface. Moi, je veux que oui. On est rendu là, je crois. Peut-être pas. Écoute, j'ai écrit l'an dernier un texte sur Alley-Oop, une chronique. Honnêtement, la chronique a quand même bien pogné, fait que je suis super content. Ça, je pense que c'est comme le plus gros brag que j'ai eu, c'est que je pense que l'article avait été repartagé, je pense, une centaine de fois. Puis aussi parce que je suis allé avec un peu de Gilles Vigneault là-dedans, puis j'ai dit Montréal, c'est à ton tour de te laisser parler de basketball quand les Raptors sont venus l'an dernier. Puis je mentionnais notamment des affaires que Montréal, la société québécoise, elle évolue. Ce n'est plus comme ce truc 100%. Puis là, je veux pas y aller trop stéréotype, trop politique non plus, mais 100% blanc, 100% hockey, stické à cette culture-là. Le basketball a beaucoup évolué dans sa place au Québec et au Canada, et ça va autant des inscriptions chez les jeunes dans les sports, autant que ce soit... Là, je suis absolument désolé, en ce moment, il y a une bataille générale qui se passe au football entre les Bills et les Giants. Quoi? Pardon? Mais, ouais, non, c'est la bataille de Pâques entre les Canadiens et les Nordiques. Non, mais... où est-ce que je m'en ai avec ça? C'est ça, que c'est un truc générationnel, puis éventuellement ça va rattraper justement un peu la culture du sport au Québec, où le basketball éventuellement va prendre une place très considérable parmi les sports les plus populaires dans la province. Et le sport va évoluer bien sûr au-delà de Montréal. Et ce que j'ai surtout apprécié cette année, c'est que ce n'était pas les Raptors, donc si on veut, c'était un réel test parce qu'on n'amenait pas nécessairement l'équipe locale, si on veut quand même, l'équipe pour laquelle on s'attendait peut-être jusqu'à la majorité des partisans au Québec, pas nommé Félix Forget, pourrait supporter, ou ni notre collègue Alley-Oop Manuel Villeneuve avec ses Celtics de Boston. On avait quand même, on avait l'espoir local, Lugansdor, et le talent canadien chez Gilgeous-Alexander qui était là. Et ça a quand même fonctionné. On avait, je pense que c'était Full House, si c'était pas tout près de ça. On a Lugansdor qui a aussi donné un petit discours en français au début de la partie. On a Shai Gilgeous-Alexander aussi qui s'est prêté au jeu. En conférence de presse d'après-match, s'est pointé avec un maillot du Canadien de Montréal et a vraiment dit « Montréal devrait avoir une équipe ». Et je suis de cet avis. Je sais que du côté de la NBA, malheureusement, on regarde un peu plus du côté de Vegas. Mais dans mon cœur, je pense encore que Montréal devrait être un marché à considérer. Mais tu disais justement que je suis pas un grand fan des Raptors et c'est totalement vrai. Mais par exemple, je vais donner un peu de crédit aux Raptors. Sans leur parcours en série, où est-ce qu'ils ont gagné le championnat il y a quelques années de ça, il n'y aurait pas autant d'engouement pour le basketball à Montréal. Ça a été, selon moi, la première petite graine qui a commencé à faire germer l'intérêt pour le sport. Il y avait déjà certaines bases qui étaient en train de se faire, mais ça a donné un engouement complètement monstre partout au pays. Et ça a donné un peu d'aile à ce projet-là. Je me souviens quand les Raptors étaient en finale, il commençait à avoir des petits bruits, des petites questions à savoir est-ce que Montréal pourrait éventuellement avoir son équipe, est-ce que ça pourrait être à notre tour éventuellement. Et on a vu l'Alliance de Montréal arriver et même, après très peu de temps, prendre quand même une certaine place au sein de l'écosystème médiatique sportif québécois surtout. On sent qu'il y a vraiment un buzz autour du basketball à Montréal et je pense que l'engouement pour ces matchs de pré-saison-là fait en sorte que c'est de plus en plus viable, surtout avec l'émergence de talents québécois, Lugansdor, Chris Boucher, et maintenant on a Olivier Maxence Prosper, pour ne nommer que Bénédicte Mathurin aussi, que j'oubliais. On a des talents québécois, il y a un engouement pour le sport ici. Je pense que de plus en plus les conditions sont réunies et je pense que c'est peut-être plausible d'y croire si l'engouement persiste dans les prochaines années. Je suis un peu content que Charles-Alexis ne soit plus avec nous pour ce que je m'apprête à dire, mais je viens de me rappeler quelque chose aussi que j'avais écrit dans mon texte pour Alley-Oop l'an dernier. J'avais dit Montréal, est-ce que on est vraiment encore au temps de ramener
le passe-temps américain d'antan alors qu'on pourrait ramener la nouvelle saveur en le basketball au Québec. Je sais que je pourrais me faire taper sur les doigts pour ça, mais honnêtement, si on me pose la question demain matin, je dis absolument pas, on ramène pas le baseball. Si on me dit que c'est peut-être plus pour ramener du basketball. Honnêtement, je pense que c'est une question de temps, mais temps peut-être que notre génération à nous, puis Pop, je vais être gentil avec toi, je vais t'inclure dans notre génération à nous. Non, je ne veux pas être identifié aux Gen Z Millennials Forever, je suis désolé. je vais quand même te rapporter avec nous, quand même, notre génération peut-être un peu plus jeune, qui est plus exposée justement à cette mondialisation, à la culture américaine du sport et du basketball notamment. Peut-être que lorsque ça va être notre tour d'avoir les poches pleines de cash, on va avoir peut-être cette envie de ramener du sport à Montréal. En tout cas, j'espère que d'ici le jour que je devienne un vieux croûté, plus vieux que Pop, je puisse avoir du basketball à Montréal. Mais écoute, en attendant d'avoir de la NBA à Montréal, ben, on pensait peut-être avoir des espoirs un peu pour quelque chose à plus petite échelle, c'est-à-dire une équipe de la Ligue élite canadienne de basketball à Québec. Et finalement, je pense que le projet ne se réalisera pas, du moins à court terme, là, je pense, du côté... Hein, Félix? Oui, ça a été annoncé dans les derniers jours. C'est Stéphane Turcot qui a annoncé ça en premier. On se souvient que ça a été un projet, quand l'Alliance de Montréal a été amenée, Mike Morreale, qui est le commissaire de la LECB, avait ouvertement dit... Je suis totalement ouvert à faire une expansion du côté de Québec, amener une équipe du côté de Québec. Et au final, on espérait que ça arrive en 2024. On avait aussi vu cet été, au mois d'août, j'ai pas la date exacte, mais c'était au mois d'août, le duel Est-Ouest, qui était un peu comme un match des étoiles du circuit. On l'avait tenu au centre Vidéotron pour essayer de tenter un peu le terrain, voir s'il y avait de l'intérêt. Au final, les partisans ont répondu présent. On a eu des milliers de personnes qui se sont présentées au centre Vidéotron. Même s'il n'y a pas d'équipe à Québec, ils sont pointés là pour regarder le match. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que le projet n'est pas totalement mort et enterré. Au final, c'est Québécois qui est derrière le projet d'amener une équipe à Québec, qui a dit « On pense pas être capable d'avoir le temps de faire une mise en marché adéquate si on lance le projet dès 2024. » Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on va attendre peut-être 2025. Au final, c'est l'été prochain qu'on va savoir, mais le plan en ce moment, c'est de reconsidérer dans les prochains mois et à l'été 2024, savoir si, oui ou non, une équipe va arriver à Québec en 2025. Je pense encore que les conditions sont bonnes pour ça et il faut juste que l'engouement demeure d'ici là. Mais je pense qu'on peut quand même espérer voir une équipe à Québec en 2025. Ouais, on va définitivement le souhaiter. Mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à notre émission. Juste avant de partir, quand même, à surveiller cette semaine, il y a une part qui va être de vous, les auditeurs à la maison. On parlait en première partie d'émission avec Charles-Alexis de nos chansons d'introduction, de but ou de victoire. On vous invite à faire la même chose avec nous. Et, bon, ben... tant qu'à faire, pourquoi pas nous le dire à travers nos différents médias sociaux. À ne pas oublier que nous avons bien sûr une page Facebook, une page Instagram, mais on a aussi un groupe Facebook si ça vous tente de venir jaser avec nous de sport ou de mime, peu importe, qui peut même combiner les deux. Pierre-Olivier avec nous qui s'amuse bien sûr à faire des petits mimes. Cette semaine, on avait Arbor Jackay qui avait Sucker Punch, Corey Perry. Exact. Et on avait une caption de moi qui parle contre Rudy Gobert. Donc, si jamais vous voulez venir jaser avec nous, la page Facebook, les super fans des Tigers de Guangdong, bien sûr, ni hao. Sinon, dans le monde du sport à surveiller, Monday Night Football, on va avoir un match Cowboys contre Chargers, ce qui devrait être fortement intéressant. Et frauduleux. Ensuite, ouais, quand même, mais intéressant quand même. Par la nature de fraudulité. On vient d'inventer un nouveau mot dans le dictionnaire, mesdames et messieurs. Exactement. Préparez-vous mon drop du Larousse qui va aussi avoir incontestablement et basiquement. Pour le match de jeudi, encore une fois, un peu comme la semaine dernière, personnellement, je pense pas blâmer grand monde si ça vous tente pas trop de voir ça. Et on va avoir les Jaguars de Londres qui vont jouer contre les Saints de la Nouvelle-Orléans de ce côté-là. Sinon, continuation des séries au baseball.
les séries de championnat à venir? Peut-être. En fait, peut-être qu'on va avoir un petit portrait de la série mondiale. J'ose espérer. Est-ce qu'on va avoir un Félix tout joyeux que ces Diamondbacks vont être là ou va-t-il se plonger dans la mélancolie? Juste mentionner, Mio, maintenant qu'on en parle du baseball, juste rappeler qu'on enregistre pendant le match numéro 1 de la série championnat de la Ligue américaine. C'est toujours 2-0 pour les Rangers du Texas. On est en fin de 8e manche. Merci Pop. Donc, continuation bien sûr des séries au baseball et quand même début de la saison dans la LNH. Donc, j'espère qu'il n'est pas encore trop tard pour vos ajustements en fantasy. Puis quand même, on souhaite une bonne saison. Du côté de la NBA, on arrive très proche de la saison. Les matchs préparatoires arrivent à leur fin. Et personnellement, j'ai très hâte. Donc, si vous voulez venir jaser de basketball avec moi, quand même, on vous le rappelle via Facebook ou Instagram. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de la Triple Menace. C'était Emilio Constanza, bien sûr accompagné de Pierre-Olivier Poulain et Félix Forget. Et on vous souhaite une excellente semaine. Ciao! Le podcast La Triple Menace. Disponible sur Spotify, iHeartRadio, YouTube, Google Podcast et Apple Podcast.